Je vais discuter avec l'un des plus grands magiciens du monde. Salut. Aujourd'hui, on fait une interview à la table. Aujourd'hui, je reçois Luc Langevin, qui est sûrement l'un des plus modernes des magiciens de ces 20 dernières années. Et je me demandais ce qu'il y avait dans sa tête, comment il imagine les tours. Il y a des tours très puissants que je connais de lui. J'aimerais savoir à quel point il y met un apport scientifique, parce qu'il n'a pas assez de scientifique. Et c'est quoi le regard qu'il porte sur tout ça? C'est quoi les émotions qu'il vit par rapport à ça? C'est quoi qu'il pense par rapport à tout ça? Au lieu de me poser les questions, je vais lui poser à lui directement. T'es québécois, t'es montréalais pour être plus précis. Oui. Du coup, j'ai une question. Qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi t'es là dans mon bureau en France? C'est une bonne question. Je vais te poser la même, non? Je suis en promotion, si on veut, pour un spectacle que je donne au mois de septembre au Casino de Paris. Je croyais que t'étais venu pour moi. Aussi, ça a joué dans la balance. Oui, et moi, je t'ai collé un micro direct, en fait. T'es là, on fait une vidéo. On en profite. C'est important pour moi de commencer par dire que t'es un scientifique. Parce qu'on a tous des racines et t'as un art qui est la magie, mais t'es d'abord scientifique. Et t'as lié la science à ton travail d'illusionniste. T'as un bac en génie physique, une maîtrise en optique. Et t'as commencé avec un doctorat de biophotonique. Je dis pas de bêtises. Alors, c'est quoi le rapport entre la physique et l'illusionnisme? Il y en a plusieurs. Hein. En fait, tu as tourné un documentaire sur Robert Houdin, donc tu as pu voir que souvent la science a des allures de magie. En fait, c'est la loi d'Arthur Clarke qui dit que toute technologie suffisamment avancée est indissociable de la magie. Donc elle est incroyable, cette phrase. Oui. Ouais. Et c'est vrai, quand on y pense, auparavant, on expliquait la pluie qui tombe ou le feu. On disait que c'était des pouvoirs magiques de Dieu. Donc, on disait que c'était de la magie. Aujourd'hui, on dit que c'est de la science. Donc, on l'explique par la science. Donc, la science a remplacé, dans l'imaginaire collectif, la magie. Quand on voit quelque chose d'un peu spécial, qu'on ne comprend pas trop, on dit « Ah, c'est de la science, c'est de la technologie », plutôt que de dire « c'est de la magie ». Mais dans l'imaginaire collectif, la science a cette image de quelque chose qu'on ne comprend pas complètement, mais qui explique des trucs extraordinaires. Ouais. Donc, je trouve qu'il est beaucoup là, le lien. Puis, évidemment, il y a beaucoup d'illusions qui fonctionnent grâce à des principes scientifiques méconnus. De façon originale aussi de présenter la magie, de parler d'un phénomène scientifique méconnu et de faire le lien avec ce que les gens vont voir. Donc, quand toi, tu faisais de la science, est-ce que tu avais des sentiments d'émerveillement parfois dans ce que tu apprenais ou dans ce que tu découvrais qui sont un peu similaires à ceux que tu nous provoques quand tu fais des illusions? C'est fou que tu poses cette question-là parce que j'ai souvent dit ça à des gens. Oui, parce que c'est vraiment la même émotion quand je faisais mes recherches et que là, soudainement, tu trouves ce que tu cherchais depuis longtemps puis tu as travaillé fort. L'émotion, c'est vraiment similaire à une émotion de voir un bon tour de magie très bluffant qui t'ébranle un peu. Et en fait, c'est quand j'ai vécu ces émotions que je me suis dit, il y aurait un bon lien à faire entre la science et la magie si je pouvais réussir à faire vivre les émotions que j'ai vécues comme scientifique aux gens avec des illusions. Je me suis dit, il y aurait peut-être une manière de sublimer un peu la magie. C'est un peu comme ça que tu as trouvé ta marque de fabrique sans te la formaliser, tu vois, parce qu'une marque de fabrique, ça devient dans le temps, tu décides pas de tout. Et aujourd'hui, moi, quand on me parle de toi, alors je pense à l'ami que tu es, mais aussi toujours, je raccorde toujours à la science, tu vois. Pour moi, c'est mon ami magicien, mais scientifique, tu vois, parce que ça donne aussi une couleur à qui tu es. Quand tu faisais de la science, tu faisais déjà un petit peu de magie? Oui, en fait, j'ai commencé à faire de la magie avant même de m'intéresser plus sérieusement à la science. En fait, la curiosité, je dirais, est le point commun entre les deux. C'est la curiosité qui m'a d'abord amené à la magie, parce que comme j'étais curieux de tout comprendre, lorsqu'on a cette curiosité, qu'on voit un tour de magie, ça peut être très frustrant de ne pas comprendre parce qu'on voit quelque chose qui ne s'explique pas. Donc, j'ai d'abord eu un intérêt pour la magie, pour comprendre les ficelles qu'il y avait derrière les tours, parce que je trouvais ça insupportable de ne pas comprendre. Et puis, plus tard, à l'âge peut-être de 12-13 ans, dans un cours de physique, il y a un professeur qui nous a parlé des atomes. Et là, c'est la première fois que je prenais connaissance de la structure de ce qui nous forme. Et ça m'a fasciné. J'ai eu ce moment d'émerveillement. Et là, la passion pour la science a commencé en parallèle, mais ça faisait déjà quelques années que je faisais de la magie. La science est venue se joindre. En fait, tu cherches à chaque fois à comprendre le monde. Oui, tu vois. Voilà. C'est le désir de compréhension qui est le point commun. Moi, quand on m'a parlé des atomes, j'ai compris que la vie, c'était du vide. Que des vides. Et j'ai eu un vertige un peu de... voilà. Mais c'est fou, quoi, tu vois. Dans l'infiniment petit, tout est vide. Ouais.
C'est incroyable. Je comprends exactement ce que tu dis quand tu dis un vertige. Là, j'ai ressenti la même chose. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais un vertige. Comme quand on me demande de réfléchir. Le même vertige. Je saigne du nez, moi, des fois. La science, donc, c'est toujours une source d'inspiration pour toi, on l'a bien compris. Est-ce que tu as d'autres sources d'inspiration qui viennent d'ailleurs ou pas, d'ailleurs? Oui. Depuis, la science, beaucoup en début de carrière, c'était la structure, là, vraiment ce dont je partais à chaque fois pour créer un nouveau tour. Puis, après plusieurs émissions de télé, plusieurs spectacles, je trouvais que je commençais à avoir fait le tour. Donc, de plus en plus, je cherche les émotions, en fait. Le point de départ, souvent, c'est l'émotion. Je me dis quelle émotion je veux faire vivre avec tel numéro ou tel projet. Et ensuite, je vais lire, je vais m'intéresser à ce qui est connexe à l'émotion en question. Donc, l'inspiration peut venir de partout. Ça peut être un proverbe qu'on entend, une parole dans une musique, quelqu'un qui dit quelque chose, une ombre au sol. Voilà. Parce qu'en plus, la magie, c'est tellement vaste, tout ce qu'on peut faire. On peut passer à travers un mur, faire apparaître un éléphant, lire dans les pensées, c'est tellement vaste que... D'ailleurs, si c'était fermé à clé, t'es rentré quand même. Oui, je me suis dit, je voulais pas vous déranger. Comment est-ce que tu décrirais ton style d'illusionnisme? Est-ce qu'il se décrit ou pas, tu vois? Moi, si je devais le décrire à ta place... Oui, qu'est-ce que tu dirais? J'espère que c'est positif. Je dirais que c'est quelque chose de très créatif et très moderne. C'est-à-dire que tu me surprends par les tours que tu fais, le bluff intrinsèque de chaque tour, mais au-delà de ça, je suis toujours bluffé aussi parce que tu fais toujours des choses auxquelles je ne m'attends pas. Le précédent spectacle, c'était le cas. J'étais bluffé par les numéros, mais j'étais aussi bluffé que tu aies pensé à faire ces numéros, que tu aies imaginé, et j'ai été bluffé par la mise en scène du spectacle. Et c'est dans ton procédé, est-ce que c'est juste ton style naturel ou est-ce que c'est un autre style et que je me plante en fait? Non, t'as vu juste, mais en fait ça me touche que tu le décrives comme ça parce que c'est comme ça maintenant que j'aime être perçu en fait, créatif, moderne. En fait, je dirais que c'est venu un peu... c'est pas quelque chose qui était prémédité, mais au début de ma carrière, je me suis fait connaître par une émission. Et donc, mais c'était une émission où je faisais de la magie dans les rues. Oui. Et c'était des tours, souvent des tours commerciaux, des tours qu'on peut acheter dans les boutiques de magie parce qu'il y en avait... Je devais en faire tellement. En fait, on faisait 7 tours différents par épisode et on faisait 13 épisodes dans une saison. Et on a fait 3 saisons. Donc, au total, j'ai dû faire plus de 400 tours. Donc là, c'était vraiment la machine à saucisses. Fallait vraiment... Vous dites ça, là? Non, mais on le comprend très bien. Oui, voilà. On l'a très bien compris. Ça va être le titre de la vidéo, d'ailleurs. La machine à saucisses. La charcuterie, je sais pas. C'est une traduction libre. Mais bref, j'ai fait beaucoup de tours. Et j'en suis venu à un point où, pas que ça m'ennuyait, mais j'avais besoin de plus pour aimer ce que je fais finalement. Et quelques fois dans ces émissions, j'avais quand même eu l'audace. Je me suis dit, j'avais risqué, je vais faire quelque chose qui n'est pas un truc commercial, qui n'est pas quelque chose qu'on fait habituellement dans Magie. Je vais essayer quelque chose que j'ai imaginé. Okay. Et quand ça fonctionnait et que les gens réagissaient, autant que pour un tour commercial, il y a toujours le même sentiment de fierté, de plaisir de voir quelqu'un réagir au tour que tu fais. Mais là, en plus que ça soit quelque chose que j'ai créé, que j'ai imaginé, et de voir que ça produit ces émotions, l'émotion est encore plus forte. Encore là, c'est difficile à décrire, mais il y a quelque chose d'enivrant de se dire, j'avais quelque chose dans ma tête, je l'ai concrétisé et ça produit ces émotions-là chez les gens. Et donc, soudainement, la création est devenue un peu une drogue. Finalement, j'étais plus satisfait de faire des tours que quelqu'un d'autre avait inventé. La seule chose qui me satisfaisait, c'était d'imaginer des choses, de les concrétiser, que ça produise, ça génère des émotions chez les gens. Le risque en vaut la chandelle. On dit ça? Ouais, ou la saucisse. La saucisse. Le risque en vaut la saucisse. Exactement. Ouais, ça sera ça le titre du podcast. Alors moi, je dirais aussi que ton style, tu parlais des émotions, c'est de faire peur à ton public. Si je peux me permettre, parce que si je t'ai invité aujourd'hui, c'est aussi pour parler donc, de tes passages dans l'émission Diversion, qui est présentée par Arthur, où tu as risqué ta vie pour un numéro. Est-ce que tu vois de quel je parle? Je pense que oui, celui avec l'acide. Absolument. Oui, ok. Absolument. Ouais, tu vois, si tu hésites, c'est déjà qu'il y en a plusieurs, et je suis d'accord qu'il y en a plusieurs. Des fois, c'était dangereux parce que j'avais pas beaucoup dormi. Des fois, c'était dangereux pour d'autres raisons. Oui, il y avait quand même un risque parce que ça reste une illusion, il faut le dire. Mais il y avait quand même un risque parce qu'on travaillait avec des produits chimiques. Des produits chimiques qui étaient quand même inodores, incolores. Donc, s'il y avait une erreur qui se faisait, quelqu'un pouvait se blesser ou pouvait... pas se blesser, mais... Oui, il n'y a pas de risque zéro sur ce genre de choses. Jamais de risque zéro. Donc, comment tu as eu l'idée de ce tour, du coup? Tu t'es dit, bon, tout le monde me prend pour un mec sympa, je vais montrer que je suis terrifiant dans le fond, parce que quand on est en train de te regarder faire ce numéro,
on l'a regardé d'ailleurs au bureau avec mon équipe, les gens se recroquevillent un peu. Il y a une vraie tension palpable. mais c'est aussi le but d'un artiste, de générer de l'émotion, quelle qu'elle soit. Tu vois. En fait, tu vois, ce numéro, étonnamment, c'est pas l'émotion qui a été l'inspiration, mais comme dans Diversion, on m'appelle le scientifique. Donc, j'essaie toujours vraiment d'avoir un lien fort avec la science. Puis, j'avais jamais fait vraiment de roulette russe. Et le type de tour qu'on appelle le roulette russe où le magicien se met en danger, écrasant des sacs de papier. Il y a des choix, il y a un danger dans un choix. Voilà. Et... c'est un tour que j'avais déjà fait dans une émission spéciale au Canada. Ah ben, j'allais te demander si c'était la première fois que tu faisais ça, justement. En fait, tout ce que je fais dans Diversion, généralement, je l'ai fait auparavant. Oui, non, mais c'est une sécurité aussi, bien sûr. Il y a un enjeu. C'est déjà très inconfortable pour moi de venir en France et de perdre. Déjà, je vais dire, c'est un milieu... Tu parlais des Français, déjà. Insupportable. Non, mais c'est un milieu hostile, entre guillemets, parce que j'arrive dans un endroit où je suis inconnu. J'ai un accent, donc c'est ce que les gens remarquent en premier quand je me mets à parler. Donc, c'est pas des conditions qui sont idéales. J'arrive sur un plateau, souvent je suis en décalage horaire. Donc, tout est contre moi, en quelque sorte. Donc, j'essaie au moins, dans les numéros que je propose, d'avoir une certaine certitude face à l'issue du numéro. Pour le coup, du coup, je rebondis sur ce que tu dis, parce que c'est assez passionnant de se dire, pour dire les termes, tu es une star au Québec, tu as rassemblé un bon demi-million de personnes, grosso modo, tu vois. Si vous voulez un point de comparaison, moi, sur toute ma carrière, qui est une carrière qui fonctionne plutôt bien, je suis entre 100 et 150 000 personnes, tu vois. C'est pour les spectacles sur scène. Pour les spectacles sur scène, je parle. Un demi-million, c'est énorme, c'est vraiment quelque chose de rare, ici aussi en France. Et donc, toi, tu pourrais rester confortablement, en fait, avec ton demi-million de l'autre côté de l'Atlantique, et tu te dis, ben non, je vis en France et je vais rencontrer des gens qui ne savent pas du tout ce que j'ai fait, qui je suis, etc., ou la qualité que je mets dans mes spectacles depuis des années, etc. Donc ça, oui, c'est très inconfortable. Tu te dis, je me mets dans une situation où, effectivement, on entend tout de suite que j'ai un accent, etc. C'est quoi la démarche ? C'est l'envie... d'aller sur un nouveau territoire, c'est juste t'étais trop heureux, tu dis tiens je vais mettre des bâtons dans les roues à moi tout seul. Dans ma vie. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête ? J'ai souvent eu le sentiment de l'imposteur au Canada parce que surtout au début, comme je disais, je faisais des tours assez commerciaux, donc des tours que les autres magiciens faisaient, et soudainement mes émissions ils ont cartonné en peut-être un an et demi, je suis devenu la référence en magie au Québec. Donc, j'avais un peu le sentiment de l'imposteur. Tu t'es dit, j'étais juste au bon endroit au bon moment, et puis c'est tout. Puis, et ce sentiment, c'est pas agréable. Donc, j'étais quand même heureux de ce qui m'arrivait et tout. Alors puis, que je te coupe 2 secondes, mais tu sais que les gens t'aiment d'abord pour toi et après pour le tour en lui-même. Il y a la manière d'être magique, en fait. Je l'ai découvert après ça aussi. Mais sur le coup, moi, je me disais, les gens aiment les tours que je fais et moi, je ne suis qu'un canal. Et inconsciemment, je pense que j'ai voulu venir en France pour me prouver que j'étais capable d'arriver dans un endroit où je suis inconnu. Je comprends. Partir de zéro et réussir malgré tout. J'ai l'impression que c'est vraiment une espèce de désir de me prouver à moi-même que j'étais capable de le faire. Mais c'est passionnant, du coup, pour les personnes qui nous écoutent, de se dire, t'as eu besoin de ce risque-là pour te prouver de ta valeur aussi, de la valeur de ton travail. Je vois ton sentiment de syndrome de l'imposteur. Tu dis, là, c'est un tour commercial, tout le monde peut le faire, tout le monde l'achète, etc. Donc, comme il ne m'est pas difficile de le faire, du coup, ma prestation ne vaut rien. Et en fait, c'est résumer ta prestation magique à l'instant du wow effect, du bluff. Et c'était la manière de l'amener de Luc Langevin qui faisait la différence. Quoi. Mais je pense que cette perception que tu as, c'est parce que tu es un créateur toi aussi, donc tu t'intéresses au processus qu'il y a derrière. Je ne sais pas si c'est la majorité des gens qui ont ce goût, finalement, ceux qui voient tout le travail et qui l'apprécient. J'ai toujours l'impression que parfois la majorité des gens vont apprécier seulement la finalité, ou bien ils vont apprécier ce qui vient avant, mais ils ne sauront pas qu'ils l'ont apprécié. C'est ça, exactement. Il y a un humoriste que j'aime bien qui s'appelle Verino. Dans son dernier spectacle, tout est fluide, c'est un stand-upper. Donc tout est très très fluide et très très drôle. Et à un moment donné, il fait un blanc et il dit « ma grand-mère est morte ». Et il fait « ah pardon, il n'y a pas de transition, c'est un peu brutal, il n'y a aucune transition avec ce que je disais ». Et là, il chuchote et il dit « mais qu'est-ce que l'auteur a voulu dire ?» L'auteur a voulu dire que par cette transition qui n'existe pas, il a mis en avant que durant 1h30, vous n'avez jamais senti une transition car elles étaient très bien faites. Et c'est sa manière de... Et c'est vrai que quand il dit ça, là, c'est pareil, tu dis, même moi pour le coup qui a un regard sur les spectacles,
c'est vrai que depuis 1h30, ça s'enchaîne. Je n'ai jamais rien vu. Donc le fait des fois de ne rien avoir à dire, c'est un gage de qualité sur ce que tu as vu, tu vois. Parfois, comme tu dis, c'est un gage de qualité quand le travail derrière est invisible. C'est ça, bien sûr. L'invité à qui tu avais fait le tour de la CID, c'était Camille Lou. Oui. Qui était paniquée. Qu'est-ce que tu ressens toi à ce moment-là? C'est ça qui m'intéresse aussi, ce qu'il y a dans ta tête. Quand tu vois que toute l'assemblée est stressée, est-ce que toi, tu es dans ton numéro, donc de toute manière, le reste n'existe pas? Ou est-ce que tu te dis j'ai atteint mon but? Ou est-ce que tu te dis je voulais pas les stresser à ce point? Tu vois, c'est quoi le discours intérieur? Non, en fait, moi, à chaque fois que je suis dans un numéro, surtout dans un contexte comme celui de Diversion où c'est un tournage, il y a beaucoup de caméras, il y a du public sur place, c'est comme si j'ai besoin de faire comme s'il n'y a rien de cela qui existait, puis d'être complètement focusé sur sur ma performance, sur le texte. Faut pas que ma langue fonde, dans l'acide. Faut pas que j'accroche le bécher. Puis c'est drôle parce que tu dis, quand tu vois que tout le monde est stressé, mais je le vois pas en fait parce que j'avais les yeux bandés. Ah oui, oui, bien sûr. Mais même si j'avais les yeux ouverts, c'est toujours comme ça. Je deviens en état d'hypervigilance, mais sur tout ce qui concerne le numéro. Puis c'est pas que je perçois pas les réactions, mais je suis tellement concentré sur ce que je fais et sur ce qui s'en vient, puis d'être alerte à, si jamais il dit quelque chose, d'essayer de rebondir là-dessus pour que ça soit drôle ou pour que ça... J'ai pas beaucoup le plaisir, finalement. Le plaisir, je l'ai après quand c'est fait. Ouais. Là, et puis c'était bon, on me dit c'était bon. Ah, là, j'ai le petit velours, mais pendant, c'est un moment de... C'est comme si c'était une performance olympique, puis que tu veux juste bien faire, puis on célébrera après. Donc c'est vraiment comment je me sens durant ces moments-là. Mais c'est un truc que j'ai entendu d'autres artistes de scène qui sortent de scène et qui, moi, j'ai pu dire alors, t'as aimé ce qui s'est passé? Il fait, je sais pas vraiment encore. Une espèce de blackout de l'environnement, comme tu dis. T'as d'autres numéros qui ont suscité autant de stress que celui-là sur scène ou à la télé? Je parle de stress pour les autres. T'as eu quoi, par exemple? Ouais, on a fait un numéro, je pense qu'on l'a fait dans Diversion aussi, où c'était un numéro d'évasion. J'étais attaché dans une boîte et il y a une espèce de mâchoire qui menace de se refermer à tout moment. Donc ça, c'était peut-être le deuxième numéro le plus dangereux. Il y en a 3. J'ai fait aussi un hommage à Houdini, qui était particulièrement dangereux aussi. Je dirais, il y a toujours véritablement un risque. À chaque fois, on a quelqu'un, un sauveteur sur place au cas où ça se passe mal. Mais depuis que je suis papa aussi, je fais moins ces tours-là. Ça se comprend, tu t'es assagi. Ouais, ça vaut. Je me dis, je suis capable de générer des émotions aussi fortes sans prendre de risques pour ma santé. Donc, absolument. Voilà. Et est-ce qu'il y a un numéro, alors pas forcément qui fait peur, mais je rebondis dessus, qui selon toi a créé un avant et un après dans ta carrière? Moi, il y a un numéro de toi qui m'a marqué. Je te le dirai après parce que c'est peut-être le même, on verra. Qui sait? Je sais pas si c'est celui-là. Moi, je sais que j'ai vu une différence. C'est un tour qu'on appelle le rajeunissement. Voilà, bon, c'est exactement celui-là. Je suis très content de ce numéro. On l'a fait sur le plateau de Drucker quand j'ai commencé à venir en France, parce qu'on s'était dit, bon, c'est le numéro peut-être qui avait bien marché. Il y en avait plusieurs qui ont bien marché, mais celui-là, il générait une émotion. C'était une des premières fois où des spectateurs venaient me voir en me disant qu'ils avaient versé une larme, mais une larme pas de tristesse, là, mais c'est un numéro qui vient chercher il y a quelque chose de nostalgique. C'est l'idée, si on pouvait rajeunir et revivre un moment important de notre vie, quel moment est-ce que ce serait? Donc, je pose la question dans le numéro, donc tout le monde se pose un peu la question aussi, puis finalement, dans le numéro, moi, je me retrouve, par le biais de l'illusion, à revivre un moment fort dans ma vie, et c'est la vraie histoire, en plus, c'est un vrai moment fort dans ma vie, qui est la première fois que j'ai goûté aux applaudissements, finalement, avec une illusion. Je donne l'illusion de rajeunir à l'âge de 13 ou 14 ans, et la version jeune de moi-même retrouve les cartes qu'ont piochées les invités, puis je redeviens à l'âge adulte. C'est un numéro que j'affectionne beaucoup. C'est ce que je rêvais de produire avec le numéro, et ça s'est matérialisé exactement comme on l'a. En fait, pas exactement, mais c'était le plan, le meilleur plan possible, finalement. La meilleure... Et voilà, c'est un numéro que j'adore. Et puis, je sais pas... Écoute, je vais partager quelque chose avec toi. Si c'est pas bon, au pire, je sais pas si vous faites du montage, tu pourras le couper. Non, on garde que ce que tu demandes de couper. D'accord, bon, vous pourrez garder. C'est bizarre parce que, évidemment, ce tour, c'est une illusion. Donc, quand je suis à l'état jeune, finalement, c'est pas moi. C'est un jeune Québécois qui joue mon rôle. Quand on l'a fait sur le plateau de Drucker, on a eu une ovation. Et puis, je me rappelle, je suis retourné voir le jeune en loge après. Et lui, il était hyper content. Lui, que le numéro ait marché, il était super stressé.
on s'est serré écoute, j'en parle, puis j'ai l'émotion. On s'est serré dans nos bras parce que moi, j'étais content, lui était content. Lui, il a vécu quelque chose de fort parce que c'était un jeune qui voulait faire du cinéma, qui voulait faire de la télé. C'était un peu sa première expérience. C'est un Québécois, donc là, c'était la première fois qu'il venait en France et là, il vivait ça. Et puis et je pensais souvent à lui après parce que il est décédé 2 ans après dans un accident de voiture. Ça m'a fait un choc. C'est bizarre, c'est comme, non seulement j'étais attaché à lui, mais en plus c'était comme C'était une part de toi, au final. Un peu, il était là à un moment clé où j'essayais de percer en France. Puis on a vécu une émotion forte avec ça. Puis comme quelques semaines après, un acteur qui a joué une version plus vieille de moi dans une vidéo est décédé d'un cancer aussi. Okay. Donc toutes les versions vieilles et jeunes de moi sont décédées dans une période de ma vie où je rédigeais mon testament d'ailleurs. Donc tout ça était très bizarre. Non, mais c'est passionnant. Alors il y a le côté bien sûr de synchronicité de toutes ces pertes-là et tout. Mais en plus, pour le rajeunissement avec ce jeune-là, c'est sûrement le temps le plus fort en plus que tu as vécu avec quelqu'un. Et du coup, j'imagine vraiment qu'en perdant ce compagnon, oui, tu perds quand même la version jeune de toi-même. Il y a une symbolique qui est, incroyablement forte. Quelque chose de, voilà. Et moi, j'avais été fasciné par ce numéro. Et je me souviens vraiment de m'être dit, là où on cherche, nous tous, dans le milieu artistique, surtout sur les émissions de télé ou quoi, à faire le truc le moins compliqué. Parce qu'on sait que tout est compliqué, c'est compliqué à programmer, à mettre en place. Les gens se rendent pas compte à quel point c'est pas simple de faire ce qu'on veut en fait dans une émission, et c'est pas simple d'avoir du temps pour préparer, du temps pour installer, de gérer les angles. Enfin, c'est très très complexe. T'es arrivé avec l'équivalent d'un final de grand spectacle dans des émissions de télé. Et je me disais, le gars a décidé de s'en foutre du taux d'emmerdement. Il y avait un peu de naïveté, je pense, au début. J'étais pas conscient de tout ce que ça prenait pour faire ce numéro-là. Puis, mais oui, c'était un moment où je me dis, il faut frapper fort en France. On avait essayé, puis je me rendais compte à ce moment-là que c'était difficile de percer. Donc, je me suis dit, il faut frapper un grand coup. C'est lequel le numéro dont on te parle le plus ? Moi, je parle beaucoup, justement, ou de rajeunissement. Sinon, c'est le final du spectacle précédent, la téléportation, où je trouve quand même, alors avec un petit fond de moi dans ma tête qui me dit mais comment il a ramené tout ça, j'imagine des bateaux, des containers, des trucs comme ça, c'est incroyable et je veux pas le savoir et personne n'a envie de le savoir, mais je pensais pas qu'on pouvait faire ça sur un show live avec une contrainte dont le grand public se rend pas compte et même les artistes se rendent pas compte. C'est un spectacle qui était fait pour tourner. C'était pas un spectacle qui était en fixe dans son théâtre à Las Vegas. On pourrait peut-être imaginer plus facilement ce genre de défi, tu vois. Donc, tu vas te dire exactement la même chose, mais x2 pour le... C'est vrai. On est allé une coche plus loin là. En fait, c'est peut-être la plus grosse contrainte lorsqu'on imagine un spectacle d'illusion comme ça, c'est de dire il faut tourner avec. Il faut arriver le jour même dans la ville, que tout soit prêt pour le soir, il faut faire le spectacle, il faut tout remballer et partir pour la ville suivante. Ça fait une grosse valise. Hein. Oui. Et il faut rentrer, tu sais, si tu veux faire apparaître un bateau, ben, il faut qu'il passe par la porte du théâtre quand tu arrives le matin. Donc, c'est beaucoup de contraintes. Il faut que ça fonctionne, peu importe l'angle de vue auquel les balcons se situent. Donc, tout ça, c'est un gros casse-tête. Puis, mais j'aime le défi de me dire, est-ce que je peux faire ce tour et réussir à tourner avec, de le rendre tourable, on est capable de le démonter, de le monter rapidement. J'aime travailler avec les contraintes, je trouve que c'est stimulant créativement, et parfois ça fait en sorte qu'on trouve des méthodes pour le tour qui sont encore mieux en fait que l'idée originale. Puis surtout quand tu vas en région, quand tu tours, quand tu vas là, tu rencontres des gens qui ne se sont jamais nécessairement déplacés dans une grande ville pour voir, ben là tu leur montres quelque chose qu'ils reverront peut-être jamais de leur vie, justement parce qu'ils s'imaginent pas qu'on peut se balader avec tout ça. Donc, ils vivent une émotion encore plus forte. Donc, c'est ce qui motive aussi. Tu sais que pour l'instant, ce que je retiens de notre conversation, c'est que tu es ton pire ennemi. Hein. Dès que ça va bien, tu trouves une manière d'avoir une difficulté quand même dans la vie. Ouais, je comprends bien. Sinon, c'est pas amusant, on dirait. C'est trop facile. T'as souvent fait référence à Houdini. T'as même reproduit un numéro d'évasion très célèbre où tu t'enfermais dans un bidon de lait rempli d'eau, si je dis pas de bêtises. Ouais, voilà. Houdini, ça fait partie de tes sources d'inspiration ou c'était juste pour revivre un petit peu cette séquence houdinienne? Ça a été la première superstar de la magie, outre Robert Houdin. Du coup, il a réussi à créer des images fortes. C'était à une époque où il y avait la création des premiers syndicats.
Et lui, il montrait cette image d'un homme fort qui pouvait se libérer de n'importe quelle emprise. Donc, je pense que c'est quelque chose qui a résonné fort à l'époque dans le contexte de la société à ce moment-là. Donc, il est inspirant pour moi en ce sens. Puis, mais l'idée de lui faire un hommage, en fait, c'est parce qu'il est décédé des suites d'un coup de poing qu'il a reçu à Montréal. Et donc, moi, j'habite à Montréal, donc on tourne une émission de magie. Je me suis dit, faudrait bien tirer profit de tout ça. Donc, on a fait un hommage à Houdini. J'ai quand même transformé un peu le numéro pour le mettre à ma sauce un peu. Je voulais qu'on ait l'impression de voir le processus de l'évasion et tout ça. Mais je le referai plus, ça. C'est un des seuls tours que j'ai revendu à un autre magicien après pour être certain de ne plus le faire. Ouais. Ah oui, c'était pour toi en même temps l'assurance de dire si un jour j'ai un doute, j'ai plus de doute, je peux plus le faire. Non, mais quand on rentre dans un bidon métallique, là, déjà on est submergé, donc tu sais, quand tu vas sous l'eau, soudainement tu te mets à entendre le son plus sourd. Et là, quand on referme le couvercle, tout résonne. C'est le métal qui résonne, mais il résonne beaucoup plus fort parce que tu es sous l'eau. Et les cadenas, donc tu entends tout ce métal qui clong, clong, clong. Et tu retiens ton souffle et tu es tout coincé comme ça. Tu retiens ton souffle et là tu te dis, merde, si je prends un mauvais respire, le temps qui me sorte d'ici, je vais perdre connaissance. Là. Donc, il y a un réel danger. Puis il y a des moments où je me dis pourquoi je fais ça. Donc voilà. Mais après tu le sais. Après je le sais. Tu sais pourquoi tu le fais plus en tout cas. Exactement. J'ai une réponse. On a beaucoup parlé du passé. Il y a ton nouveau spectacle donc qui est bientôt au Casino de Paris. 5 représentations. Déjà on voit que tu as le bon goût de prendre une très très belle salle à Paris. Tu as le bon goût de prendre une excellente première partie. Parce que j'ai entendu dire que c'était moi. Oui, voilà. Je voulais te l'annoncer, là, mais oui, je suis content que tu le saches déjà, vu que tu es mentaliste. Mais, alors moi j'ai dit oui, parce que mine de rien, on se connaît depuis longtemps, on est amis depuis un petit moment, on n'a jamais eu le plaisir de partager une scène ensemble. C'est vrai, je n'avais pas réalisé, c'est la première fois qu'on va partager une scène ensemble. C'est incroyable. Mais je ne saurais pas encore, moi, décrire ton nouveau spectacle. Comment tu le décrirais, toi ? C'est un spectacle où il y a beaucoup plus de grande illusion que ce que j'ai fait auparavant. J'ai toujours fait de la grande illusion dans les spectacles, mais c'était souvent comme finale ou pour commencer fort. Mais là, il y en a vraiment un peu partout, tout au long du spectacle. Il n'y a pas de tour de carte. On est vraiment plus dans de la magie à plus grand déploiement. Je me suis dit, après la pandémie, les gens qui se déplacent en salle vont peut-être avoir le goût d'avoir du spectaculaire. Et le spectacle s'appelle Vérité, avec un S, un thème que la pandémie m'a inspiré aussi avec tout ce mouvement conspirationniste et de voir qu'en fait la vérité peut être très différente dépendamment dans les yeux de qui elle se trouve. Et je trouvais que c'était riche comme thème pour des illusions. Une illusion qui est un mensonge finalement, donc ça colle bien avec la vérité. Donc c'est un spectacle où la trame narrative est sur la vérité. Je l'exploite parfois de façon poétique où la vérité est représentée par quelque chose qui est inatteignable, dès qu'on s'approche, ça s'éloigne comme un mirage. Parfois d'une façon philosophique ou parfois de façon très humoristique. Il y a un numéro où je fais monter un couple que je branche sur un détecteur de mensonges. Et là, on vit un moment très drôle. J'ai essayé d'être créatif et moderne, comme tu l'as dit. Il y a un numéro dont je suis très fier où... en fait, je dis une phrase où si nos yeux nous montraient vraiment la vérité, on n'aurait pas l'illusion que tout disparaît lorsqu'on éteint la lumière. Et en le disant durant le spectacle, j'éteins la lumière et tout ce qui est sur scène disparaît. Et puis finalement, on se rend compte que les choses ne sont pas disparues, qu'elles sont juste invisibles. Parce que je laisse tomber des morceaux de tissu et les tissus épousent la forme du tabouret qui était là il y a un instant. Et commence un numéro comme ça où les meubles sont invisibles, mais ils sont là et on fait quelque chose avec. C'est génial. En plus, tu as utilisé le mot magie à de grand déploiement après avoir utilisé grande illusion. Et je trouve que ça te va bien. Tu vois ? Non, mais c'est parce que la grande illusion, elle commence à être chargée de sens maintenant. Elle renvoie à des images de choses que je ne pense pas te voir faire durant le spectacle. Tu vois, alors je vais aller au plus basique, la femme coupée en deux. Voilà. Quand on pense à grande illusion, on pense souvent à ça. À grand déploiement, je vois tout de suite l'envergure en fait d'un tour à la Luc, mais version inattendue, inatteignable, tu vois. Voilà. Je vais faire la première partie de Luc Langevin.
Ça fait bien longtemps que j'avais pas fait des premières parties comme ça, mais c'est l'occasion de se retrouver sur scène si vous avez l'occasion. Le spectacle Vérité, là vous avez l'affiche, les dates qui s'affichent devant vous. C'est au Casino de Paris et je serai là à chaque fois. Je ferai une première partie avec Luc. Venez, je vous mettrai un lien dans la description. Et merci à lui de s'être rendu disponible. C'est devenu un ami au fil du temps. Luc, depuis 2017 ou 2018 qu'on fait des vidéos ensemble, mais on s'était jamais posé ces questions aussi précises. Et c'est très gentil à lui aussi de s'être ouvert à ce point et d'avoir été aussi généreux. Prenez soin de vous, à très bientôt, ciao.